Bonjour Fantine. Alors, je crois que Georges, lui, n'est pas revenu. On allait se servir un verre d'eau pendant cette pause. Donc, je vais te présenter. Donc, tu es. Alors, je ne sais pas si on dit docteur ou médecin. J'ai toujours un doute. Ah, on t'entend pas. Alors, oui, j'étais en train de me dire, j'ai oublié de remettre le micro. Oui, les deux, en fait. Donc oui, je disais bonjour à toutes, bonjour à tous. Médecin, en fait, c'est à partir du moment où on a le certificat d'aptitude clinique qui se passe en 5 ou 6e année. Et docteur à partir du moment où on est docteur en médecine. D'accord. Bon, bah voilà. Je serai moins bête aujourd'hui. Et donc, tu as une chaîne YouTube. Bonjour à tous, excusez-moi, moi aussi j'ai pris une petite pause. Tu as une chaîne YouTube où tu aide à expliquer, à faire de l'éducation à la santé, si on peut dire ça comme ça, en particulier à la santé sexuelle, parce que on pourrait penser qu'avec Internet, un certain nombre de choses, les jeunes d'aujourd'hui seraient mieux informés que les jeunes d'avant. Eh ben, ça a l'air de pas être le cas, qui a l'air de surtout d'avoir beaucoup de mauvaises informations, et donc c'est important que Mais des c'est gens comme peut-être toi, même le contraire, hein. tout à fait, et que face au questionnement, c'est bien de remettre un peu, comme on dirait, l'église au centre du village et de réexpliquer que, bah oui, les MST, ça existe, ce ne sont pas des fake news et que ça peut être très compliqué, que bah, on peut tomber enceinte, que il y a du moins beaucoup de sujets. Donc c'est de ça dont j'aimerais évoquer avec toi, parce que justement, je pense que c'est un combat très important, surtout qu'on l'a vu qu'après le Covid, euh, on s'est rendu compte de la problématique qui était l'éducation à la santé en général dans la population, avec des théories farfelues et on va pas refaire l'époque Covid, mais on a tous vu entre ceux qui disaient qu'il fallait se guérir avec de l'eau ou qu'il y avait rien à faire, ou bref, donc c'est même ça n'existait pas. Et donc ce sujet de la santé sexuelle chez les jeunes, il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, sinon les référentiels des jeunes, ça va être des sources de mauvaise qualité ou même la pornographie Mm. qu'ils vont trouver. Et ce qui fait que ça va pas les développer sainement en tant qu'adultes. Mais dis-nous-en un peu plus là-dessus. Alors, je vais pas me lancer sur les chiffres de est-ce que c'est pire, est-ce que c'était mieux avant, etc., parce que j'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a un problème sur l'éducation à la santé chez les jeunes, mais pas que, et l'éducation à la sexualité, la vie affective et sexuelle de manière générale, et encore une fois, chez les jeunes, mais pas que. On pourra y revenir, je pense. La problématique, en fait, quand on parle d'éducation à la sexualité, en tout cas d'un point de vue médical, il y a en fait trois piliers fondamentaux. Il y a la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc avec des hommes ou des femmes victimes. Donc ça va concerner en fait tout ce qui a trait au consentement, au respect du corps, à l'intimité, etc. Il va y avoir tout le volet prévention vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles, évidemment. Donc le VIH, mais pas uniquement le VIH, enfin, c'est toujours un problème de santé publique majeur, mais il y a d'autres IST qu'on croyait oubliés qui reviennent en force là pour le coup récemment. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la lutte contre les grossesses non désirées. Pour justement permettre à chacun et chacune d'avoir une planification d'un projet familial serein, et éviter à la fois éviter les grossesses non désirées, et à la fois pouvoir avoir une grossesse quand c'est désiré, quand c'est le cas, parce qu'il y a aussi toute une problématique autour de la fertilité avec beaucoup de méconnaissance de la part des personnes, principalement due au fait que bah, il y a des définitions qui ont changé sur ces dernières années vis-à-vis de l'infertilité. Et je vois le chat en parallèle, et je pense que le prochain qui écrit Hippocrate avec un Y, je prends une baramine et je vais chez lui. On écrit Hippocrate H-I-2-P. Hippo, le préfixe Hippo H-Y-P-O, ça veut dire en dessous d'eux. Et donc rien à voir avec Hippocrate. Désolée. Pas C'est de la problème. baramine carrément, hein, ça sert à... Oui, oui, L'orthographe, oui. l'orthographe, c'est peut-être meilleur s'il y avait un peu plus de baramine. Hop. Alors, et je vous présente Socrate qui a décidé de venir se joindre à nous pour ce live. Voilà, j'aime bien la culture antique grecque. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Donc, je sais pas Ah bah on est plusieurs alors, c'est bien. je sais pas s'il y avait un plan qui était prévu ou si je me lance comme ça directement. Non, l'idée c'était justement parce que déjà, effectivement, tu as évoqué, tu as bien introduit pourquoi c'était fondamental. Théoriquement, dans un pays qui marcherait bien,
c'est l'école et les services publics qui devraient être chargés de faire cette éducation. Malheureusement, on voit que ça marche pas très bien. Alors, Toujours surtout sur la question de l'éducation à la santé sexuelle, on voit que ça met toujours mal à l'aise les gens. Parce que alors dans les familles, moi je sais que récemment ma fille de 8 ans m'a demandé: «Mais pourquoi les femmes saignent?» et ben j'ai été très embêté et j'ai dit: «Va voir ta mère, hein». Voilà, c'était et ça, c'est un vrai problème en vrai. Je trouve ça un peu triste, ce constat que les hommes, alors déjà, pour les femmes, c'est encore plus triste. Et même chez les hommes, je trouve ça assez dramatique que les hommes ne sachent pas expliquer simplement ce que c'est que les règles. Parce que c'est sûr que bon, bah, les personnes qui ne vivent pas les règles ne peuvent pas Ça, expliquer c'est plus leur long. vécu. C'est Et peut-être pour plus autant, long. dire que, il y a cycliquement, du sang qui s'installe dans l'utérus, qui est un organe féminin, et que, ce sang, tous les mois va, s'écouler parce qu'il n'est pas utilisé quand on n'est pas enceinte. Je pense pas que ce soit très compliqué à expliquer quand on est un homme, non plus. Et pour autant, effectivement, les papas, donnent systématiquement, voilà, renvoient systématiquement, aux mamans, mais de la même manière que pour l'hygiène, des organes génitaux externes chez les hommes, enfin chez les petits garçons, c'est souvent papa qui s'occupe de montrer et d'expliquer qu'il faut décaloter. Mais ça, il y a moins de problèmes tout simplement parce qu'il y a des mamans solo qui ont dû montrer à leurs petits garçons que c'était important de décaloter, et en fait, elles y arrivent très bien. Donc, ce serait bien aussi que les hommes et les femmes puissent s'investir à la même mesure dans l'éducation à la sexualité, mais pas qu'à la sexualité en fait. Enfin, quand je pense sexualité, j'entends de manière très très large en fait le corps. Encore une fois, le consentement, je reviens dessus, c'est fondamental. Le corps, le consentement, le fonctionnement en fait de la puberté et de tout ce qui va venir avec, du désir sexuel, du plaisir sexuel, pour les plus grands, du coup. Ne vite pas dire ce que je n'ai pas dit. Et en fait, tous ces aspects-là sont concomitants et vont ensemble. Mais on ne peut pas parler d'éducation à la sexualité en ne parlant que des IST, parce que le sexe, avant d'être les IST, c'est quand même du plaisir. Normalement, c'est ce que c'est censé être. Et donc, voilà, c'est important aussi d'amener ça. Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires. Donc, effectivement, c'est une obligation légale, hein, à partir. Alors, en primaire, c'est un peu plus flou. On ne sait pas trop ce qui est vraiment demandé. À partir du secondaire, c'est une obligation légale. Donc, théoriquement, à partir du secondaire, c'est 3 séances par an, chaque année, pour chaque élève du secondaire, donc de la 6e à la terminale. Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, en fait, bah, c'est très, très rarement fait. À titre personnel, moi, j'étais en 6e en 2007. Je me souviens avoir eu dans tout mon collège, je pense, 3 interventions sur la sexualité faites par des intervenants extérieurs ou le professeur de SVT. Et globalement, sinon, c'était uniquement ce qu'il y avait dans le programme et des vrais débats, des vraies discussions, des vrais échanges entre les élèves et d'autres personnes, que ce soit un professeur ou d'autres élèves d'autres classes, ou que ce soit voilà, un intervenant extérieur. Ça peut être le centre de planification familiale, ça peut être l'association AIDE, je sais qu'ils le font, donc AIDE, AIDS, qui lutte contre les infections à VIH et pour la reconnaissance des personnes séropositives. Voilà, ça peut être plein d'associations. Ces associations et ces initiatives, elles existent, elles sont là, elles sont trop peu nombreuses, et malheureusement, le programme est trop peu appliqué, ce qui fait qu'effectivement, eh ben, on doit malheureusement se rabattre des fois sur les connaissances qui sont extrascolaires. Donc ça peut être la plupart du temps la famille, effectivement, ce que tu disais avec avec ta fille qui disait, bah voilà, pourquoi les dames, elles saignent. En fait, souvent, c'est dans la cellule familiale qu'il va y avoir de l'éducation vis-à-vis de ces questions-là. Le problème, c'est que l'inceste. Vous êtes monétisé sur la radio? Ça va vite sauter, hein, si jamais il y avait une monétisation. Non, t'inquiète, on aborde beaucoup de thèmes polémiques, donc je suis Donc pas on est bon. préoccupé avec ça. Très bien. Et Donc ça serait quand même sidérant que quoi que ce soit saute, parce qu'on parle d'un problème grave dans le pays qui est la pédocriminalité en général, que ce soit l'inceste ou autre chose, qui est un sujet déjà. Les viols sur les femmes, c'est pas terrible, mais alors la pédocriminalité, ça passe complètement. Bon, ça serait assez ahurissant. Juste
tu vas pouvoir continuer, Fantine. Je voulais juste te demander comment on fait. Alors, je te propose que tu fasses ce que tu fais. Tu es habitué, tu as une chaîne YouTube, il y a des questions sur le côté, de temps en temps on regarde, soit on t'arrête, soit toi tu rebondis sur quelque chose que tu as vu, que tu trouves bien, qui t'énerve, enfin, tu connais. Et moi j'aurais un truc un peu de cadrage général, c'est le choc des générations avec les nouveaux outils de communication, parce qu'il y a un changement anthropologique, pas que pour l'éducation sexuelle, mais pour le reste. Moi je suis papa, j'ai 3 filles, et je crois qu'on est la première génération de parents qui est totalement dépourvue de l'expérience passée. Parce que comment c'était fait avant, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils sont connectés différemment, et donc faut tout réinventer. Et ce serait très intéressant d'avoir ton avis, tes conseils là-dessus, parce que là, voilà, c'est un nouveau terrain assez peu connu. À toi. Alors, sur les nouveaux outils numériques, vis-à-vis des jeunes, en tout cas, la pornographie, et l'accès aux revues coquines et cetera, ça a toujours existé. De la pornographie, ça existe depuis au moins 2000 ans, probablement bien plus. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça l'est absolument pas. La problématique, elle existait déjà avant. Le problème, c'est, ce qui fait que c'est une problématique actuelle, c'est le fait que ce soit devenu beaucoup plus accessible. C'est devenu beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. N'importe qui peut aller sur n'importe quel site pornographique, même parfois sur les réseaux sociaux. On trouve malheureusement des images pornographiques qui peuvent être visionnées par des enfants, ce qui est un très gros problème. Donc, dans tous les cas, les jeunes iront vers la pornographie. Et ça sert à rien de les en empêcher, ils le feront quand même. La question, c'est pourquoi ils y vont et qu'est-ce qu'ils y font et qu'est-ce qu'ils en retiennent? Ça fait 3 questions. Pourquoi ils y vont? Parce qu'on a tous été jeunes, on a tous voulu expérimenter, on a, pas tous, mais beaucoup, une fois tiré sur une latte, ou fait un truc interdit parce que, c'était cool et qu'il fallait essayer. Donc un ado, ça fait des expériences et c'est normal. Le problème, c'est pas l'expérience en elle-même, c'est pas le fait qu'ils aillent faire des expériences. Je pense que c'est voué à l'échec que de dire qu'il faut lutter contre le fait que les jeunes aillent sur des sites pornographiques. Il faut lutter contre le fait qu'ils y aillent sans savoir à quoi s'attendre et il faut encore une fois savoir pourquoi ils y vont. Oui, mon chat est un petit peu lunatique. Donc il faut savoir déjà ce qu'ils vont y chercher. Donc au-delà du goût de l'expérience et au-delà du goût de vouloir, vouloir essayer, vouloir tester, il va y avoir beaucoup de jeunes, des jeunes garçons, mais aussi beaucoup de jeunes filles de plus en plus. La pornographie, c'était quelque chose, la consommation de pornographie, quelque chose de très masculin qui s'est féminisé au fur et à mesure chez les adultes, mais malheureusement aussi du coup, chez les jeunes filles et voire chez les très jeunes filles. Il faut se demander ce qu'ils vont y chercher en plus. Est-ce qu'ils vont y chercher une représentation graphique parce qu'ils veulent savoir comment on fait? Ils veulent voir les choses, ils veulent comprendre les choses? Auquel cas, il y a un gros problème parce que ça veut dire que, c'est quelque chose qui ne leur a pas été amené en amont. Si un jeune va voir du porno pour se dire comment on fait l'amour, bon, si c'est 5 ans, c'est inquiétant. Si c'est à 12-13 ans, ça veut dire qu'on ne lui a jamais expliqué comment on faisait l'amour à 12-13 ans. De manière très schématique, hein. Il y a 2 monsieur ou 2 dames ou un monsieur et une dame et puis ils s'aiment beaucoup donc ils se font des câlins et à un moment, si c'est un monsieur et une dame, il y a, le pénis on peut faire, des stimulations manuelles, on peut faire des stimulations buccales et on peut faire, le pénis dans le vagin ou dans d'autres choses si on a très envie, d'essayer des choses. Et ça suffit, en fait. Et le mot pénis et le mot vagin et le mot anus, c'est des choses, en fait, que, un garçon ou une fille de 11 ans, 12 ans, ils sont parfaitement en âge de le comprendre. Et avec des mots simples, en fait, ça peut suffire à étancher la soif de connaissance, la soif de compréhension, qu'un enfant peut avoir à 11-12 ans. Donc déjà, si on apporte ça en amont, les jeunes auront peut-être moins envie d'aller, expérimenter sur du porno parce qu'en fait, ils se diront: oui, je sais comment on fait l'amour, j'ai pas besoin qu'on me le montre en image pour savoir, on m'a expliqué, j'imagine les choses et j'imagine qu'en tout cas pour le moment, moi, ça m'intéresse pas, mais que, je verrai bien quand j'y serai. Et la dernière question, c'est celle de, ce qu'ils en retiennent. Et c'est ça le plus problématique sans doute, c'est que, donc il y a une problématique annexe, qu'on évoquera peut-être pas trop parce que c'est pas si fréquent que ça, c'est le mésusage de pornographie, c'est-à-dire les personnes qui développent une consommation,
quand on dit mes usages en médecine, ça veut dire que ça a un impact, en fait, cet usage-là a un impact sur leur vie ou entraîne une souffrance significative chez eux. C'est-à-dire des personnes qui vont consommer du porno 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. C'est trop. C'est trop. Il y a un moment où c'est trop, surtout quand ça impacte en fait votre vie professionnelle, votre vie personnelle, que vous préférez vous masturber sur du porno plutôt que d'aller boire un verre avec des amis, ou plutôt que de faire l'amour à votre femme, ce qui est encore plus problématique là pour le coup au sein du couple. Là, il y a un souci, là, il y a un problème. Le problème n'est pas le fait de regarder du porno, le problème, c'est tout ce qui va arriver derrière. Donc pour les adultes, tout ce qu'on a évoqué, et pour les enfants et les ados, le problème, c'est les représentations qu'ils vont en tirer. On Il n'y a sait pas de que problème de surdité, on est d'accord. il y a pas de problème de surdité. On sait que, par exemple, dans les œuvres pornographiques, dans les vidéos pornographiques, on a beaucoup plus d'éjaculation, qu'elle soit féminine ou féminine entre guillemets ou masculine, que dans la vraie vie véritable, que dans les vrais actes sexuels entre guillemets. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup moins de masturbation, que ce soit masculine ou féminine, que dans les pratiques, globales, on va dire, européennes. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup plus, notamment chez le public gay, d'actes de pénétration anale dans le porno. Et ça, c'est une vraie problématique parce que un jeune qui va aller voir sa première vidéo porno à 11 ans et qui va tomber sur une vidéo de sexe anal et qui va s'imaginer que c'est comme ça qu'on fait l'amour, pour peu qu'en plus ce soit une vidéo un peu bandage, un petit peu BDSM, voilà, et ben en fait, la personne, elle va se représenter ça comme étant comme ça qu'on fait l'amour. Et donc sur des personnes jeunes qui n'ont pas cette expérience-là, ça peut vraiment être très délétère parce que ça va ancrer des représentations qui sont fausses. Donc en fait, la question de la pornographie n'est pas le problème de la pornographie en elle-même, ou de la masturbation. D'ailleurs, masturbez-vous, c'est très bien, ça fait du bien, faites-le juste en intimité et en toute sécurité et surtout en vous lavant les mains avant et après. Mais c'est pas ça la question en fait. Et quel que soit l'âge, on peut se masturber, on s'en fout. C'est pas du tout un problème. Faut juste pas le faire en public et pas devant les écoles maternelles. Et sinon, le problème de la pornographie, c'est juste qu'est-ce que Même les les gens écoles vont en primaires, retenir. c'est pas une bonne Même idée. les écoles primaires, non mais même les collèges en fait. Voilà, c'est On se masturbe pas devant dans le lieu où il y a des enfants. Voilà. où il y a des gens de manière générale, sauf si les gens sont d'accord, quoi. Donc le problème, ça va Ça va être mal finir, vous allez finir au poste. Ça va être ça va être sévère. les représentations qu'on va en tirer et ça, c'est valable évidemment chez les jeunes enfants, mais pas que chez les jeunes enfants, parce qu'il y a des adultes également qui ont des gros problèmes de rapport à leur sexualité parce que ils ont été entre guillemets trop influencés par la pornographie. On peut parler des tailles de sexe, de sexe masculin en pornographie. Messieurs, je pense que vous vous êtes tous un jour déjà dit, putain, mienne, bon. Voilà, et c'est normal, ces personnes sont recrutées pour ça. De la même manière que la durée des actes sexuels dans la pornographie sont délirants. Enfin, non, un acte sexuel normal ne dure pas 2h38. C'est pas la norme. Voilà, c'est pas bien ou mal, c'est juste pas la norme. Et ce problème de norme, en fait, il est pour moi au cœur de la problématique. Mais encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Comment on fait pour lutter ça? Il faut arriver en amont de la consommation de pornographie, enfin je parle de pornographie, mais de manière générale, de contenu sur internet autour de la sexualité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bullshit. Il faut arriver en amont pour que les personnes, notamment les adolescents, quand ils sont sujets, quand ils voient ce genre de contenu, qu'ils puissent se dire: «OK, je vois ce contenu-là, je vois extrême baise anal hardcore, .mp4. Je me dis que peut-être, par rapport à ce qu'on m'a déjà dit, ça ne doit pas tout à fait refléter une sexualité typique et classique, quoi». Et en fait, c'est ça le cœur, c'est d'aller faire de la prévention pour aller, pareil pour l'usage, comme ça va pouvoir me permettre de glisser sur les IST, l'usage du préservatif dans la pornographie. C'est dramatique. Il y a quelques maisons de production, je sais pas comment on dit, il y a quelques prods qui imposent le port du préservatif. J'ai pas envie de me gourer, donc je vais pas donner de nom. Mais je vais le tenter quand même. Je crois que chez Dorsel, la quasi totalité des vidéos produites sont produites avec usage quasi systématique de préservatifs masculins pour les hommes, du coup. Mais sinon, le préservatif est le grand absent de la pornographie, alors que
Pourtant, ça représente la majorité des rapports, notamment, en Occident, mais pas que en Occident. Et donc ça aussi, ça participe à la banalisation, des rapports sans préservatif, notamment chez les jeunes, et à l'explosion des IST. Mais sur l'explosion des IST, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Avant de parler des IST, pour revenir sur ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que c'est intéressant de montrer l'envers du décor sur le tournage d'un film pornographique où ça prend du temps, enfin, c'est des scènes qui sont coupées, montées, c'est un film. Et comme tous les films, Oui. vous l'avez dit, tout est exagéré, c'est comme un film de guerre. Voilà, pour avoir été officier, ça se passe pas du tout comme dans les films de guerre. Jamais. Il n'y a jamais personne qui court avec un pistolet qui tue 40 personnes. Ça n'existe pas. En général, on attend dans un trou, au sommet d'une colline, et il se passe pas grand-chose. De temps en temps, il y a des tirs, et puis en général, les pauvres gars, ils meurent parce qu'ils se prennent un obus. Filmiquement, c'est nul. Hein. C'est pas très, très intéressant. Voilà. Et donc, on peut démystifier, casser l'image de la guerre comme étant un truc de Rambo. C'est un blockbuster, c'est un film, c'est marrant, mais c'est débile, ça se passe pas comme ça. Est-ce que c'est intéressant de le faire pareil sur le porno, dire c'est une œuvre, bon, mais c'est un peu délirant, mais c'est pas comme ça dans la vie réelle. Alors, les jeunes moi j'ai été assez impressionnée. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas refait. Ça devait être il y a 3-4 ans, 3 ans peut-être. J'ai fait beaucoup avant des interventions d'éducation à la vie affective et sexuelle dans mon ancien collège. Et j'ai été assez bluffée chez des troisièmes de leur insight, en fait, de la compréhension qu'ils avaient du porno. Ils savent que c'est pas vrai. Ils le savent très bien, ils en sont parfaitement conscients. Ils savent que c'est exagéré. Ah non, oui, non, mais c'est une bonne nouvelle. Ils le savent, mais ils ont beau le savoir et le verbaliser, ils le conscientisent, etc. Ils sont capables de l'intellectualiser. Mais c'est bien beau d'intellectualiser le fait que non, un pénis de 23 centimètres, c'est pas tout à fait la norme. Ben, n'empêche, quand on voit que ça, et quand on n'a jamais vu que ça, parce qu'on a commencé à consommer du porno à 8 ans et qu'on nous a jamais vraiment expliqué, et qu'en fait, à 12 ans, on se rend compte que, ah ouais, non, quand même, c'est pas tout à fait ça. En fait, ça fait 4 ans pendant lesquels on s'est imaginé qu'un pénis de 23 centimètres, c'était la norme. Et après, il faut déconstruire tout ça. Donc, est-ce que c'est intéressant de montrer l'envers du décor? Oui, je pense. Mais je pense aussi qu'il faut pas prendre les jeunes pour des débiles. Ils ont généralement des réflexions très pertinentes sur la question, quel que soit d'ailleurs le niveau socio-économique des parents du coup. Mais ils ont généralement, en fait, une conscience assez fine et assez aiguë de l'absence totale de représentativité dans la pornographie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à le matraquer encore une fois. Et plus que faire du debunk, là pour le coup, quand j'élargis de manière plus large sur le concept de debunk et de pre-game, on sait que le debunk ça marche bien, mais ça marche beaucoup moins bien que le pre-bunking. C'est-à-dire le fait de dire aux personnes, ok, là ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas du tout dans la norme, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, et surtout donner une vraie image de ce qu'est la sexualité aux jeunes. C'est-à-dire que c'est bien de dire ça, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vérité. Mais donc les jeunes ils vont dire ok, le porno c'est pas la vraie vérité. C'est quoi du coup? C'est quoi une sexualité du coup? C'est quoi un rapport sexuel? C'est quoi l'amour? C'est quoi un orgasme? Ça veut dire quoi jouir? En fait, si on leur explique pas ces mots-là, ils vont dire ok, je comprends, le porno c'est pas ça. Mais du coup, qu'est-ce que c'est en fait? Et du coup, c'est les jeunes qui vont arriver dans la sexualité en ayant les représentations de la pornographie, en se disant ok, je sais que c'est pas ça la vérité, mais je suis pas plus avancée. Et du coup, c'est des jeunes qui vont expérimenter avec ce qu'ils savent faire, donc le porno, vu que c'est leur seule référence, malheureusement, souvent. Et donc du coup, ils vont se servir de ça en se disant: «Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais je sais pas faire autrement parce qu'on m'a jamais expliqué comment faire d'autre». Ça, c'est pareil. Alors, j'ai pas lu tous les papiers là-dessus, mais sur on parlait du préservatif et cetera. Le temps à l'écran, dédié aux caresses dans la pornographie est en fait très limité. Vous prenez n'importe quelle vidéo porno, les simples caresses, le fait de s'enlacer, de s'embrasser, ce qui est normalement le prélude à peu près tout rapport sexuel. Normalement, ça se passe pas juste, on commence pas un rapport sexuel avec un pénis dans la bouche. Normalement, il se passe des choses avant.
Et tout ce avant-là, en fait, vous l'avez pas dans la pornographie. Et pire encore, tout le après, vous l'avez pas non plus. Et les hommes, souvent, alors ça, c'est d'expérience personnelle, les hommes, souvent, sont perdus après avoir joui. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils se disent, merde, dans la vidéo, ça s'arrêtait là. C'est, qu'est-ce qu'il faut? Je fais quoi ensuite? Je ne sais pas, je suis perdue. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut construire avec les jeunes et les adultes aussi, parce que depuis le début, je parle des jeunes, mais enfin, les problèmes persistent après. C'est des choses Ils qu'il faut dorment, non, les construire. hommes? Et qu'il faut expliquer justement pour que les personnes puissent avoir comprendre que le porno c'est pas la réalité, mais que qu'est-ce que c'est la réalité, ou en tout cas qu'est-ce que ça peut être. Et surtout le message fondamental, je pense, à faire comprendre à chacun et chacune, c'est que il n'y a pas une sexualité. Il y a des sexualités qui sont pas bien. On avait parlé de voilà, les troubles sexuels, etc. Mais après, si votre kiff, c'est de vous faire pipi dans la bouche, et si vous trouvez quelqu'un qui a envie de vous faire pipi dans la bouche, ma foi, l'urine est stérile, n'avalez pas trop, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas un souci si ça n'a pas de répercussions sur votre santé physique, intellectuelle ou sur votre fonctionnement dans la société, voilà. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose fondamentale qu'il faut faire comprendre à tout le monde, c'est que tant que les gens sont consentants dans l'intimité et qui font des choses en respectant leur sécurité physique et psychique, le reste, ma foi, peu importe, en fait. Et celui-là, c'est Ulysse. Et lui voulait aller sur le clavier. Il est trop beau. Voilà. Alors justement, je vois il y a beaucoup de réactions, des gens qui disent oui, mais parler aux enfants à 10, 12 ans, c'est trop tôt. La problématique, c'est que les enfants ont des questions. Et à un moment, ils ont des questions parce que c'est le copain qui l'a dit, c'est le grand frère du copain qui l'a dit, c'est la copine du grand frère du copain qui. Et donc, En fait, à un je pense moment, qu'il ne faut pas se poser la question. Enfin, la question de l'âge, elle est importante, mais elle n'est pas importante sur le quoi, elle est importante sur le comment. On peut parler de n'importe quoi avec n'importe quel enfant, indépendamment de son âge. On va juste pas l'aborder de la même manière. Il est évident que la question du consentement, il faut l'aborder dès la toute petite enfance. Le concept de mon corps, il est à moi et tu n'as pas le droit de le toucher si je n'ai pas envie. En fait, c'est un truc qu'on peut faire comprendre à n'importe quel enfant de 2-3 ans, très très petit. Le concept de papa et maman, ils font des bisous parce qu'ils s'aiment et ça leur fait plaisir de se faire des bisous, mais toi, tu n'es pas obligé de faire un bisou si tu n'as pas envie. Un enfant de 2-3 ans, il est capable de comprendre ça. Et même après plus tard, à 10-11 ans, il est évident qu'on va pas aller voir un gamin et lui dire « Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la sodomie ?» Non, mais un enfant qui va se dire, voilà, qui va se poser des questions ou à l'occasion d'une scène dans un film, par exemple, parce qu'on regarde un film, on regarde une série, et puis voilà, il y a deux filles qui s'embrassent, et puis là, les parents qui serrent les fesses, et là, le gamin de 10 ans qui dit, mais papa, pourquoi il y a deux filles qui se font un bisou? Bon, voilà. Comment on réagit? C'est ce moment-là, en fait. C'est de ces moments-là qu'il faut se saisir pour dire, tu vois, papa et maman, ils sont amoureux, mais il peut y avoir aussi deux filles qui sont amoureuses ou deux garçons qui sont amoureux ou trois personnes qui sont amoureuses ensemble. L'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord et que ça leur convienne. Et il faut partir des interrogations des enfants, mais il ne faut pas avoir peur de leur dire, pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que toi tu en penses? Par exemple, deux filles qui s'embrassent, pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as l'air perdu? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses qu'elles s'embrassent, ces deux filles? Et en fait, vous verrez que les enfants, ils ont des réponses. Ils le savent, en fait. Ils le savent, mais ils ont juste besoin qu'un adulte les conforte dans leur intuition. Parce que, voilà, qu'est-ce que soit le sujet, le concept d'acte sexuel, ils y seront confrontés très très tôt, en fait, dans les cours d'école, comme le disait, c'est Pedro, du coup, en bas, c'est ça? Comme le disait Pedro, voilà, ça va être la sœur, l'ami, le truc, le machin. Et il faut arrêter de penser que les enfants ne sont pas en contact avec la notion de sexualité. C'est un enfant dès 5-6 ans, il comprend ce que c'est, il comprend pas tout, mais il sait qu'il y a un moment, papa, maman, ils font des câlins tout nus et ça a l'air de les rendre heureux. Bon, voilà. Ils n'ont pas forcément les tenants et les aboutissants de la chose, mais ils savent déjà qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être pour les adultes. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut surtout pas laisser passer ces questions ou les mettre sous le tapis, parce qu'en fait,
je pense que si tous les parents réfléchissent au nombre de fois où les enfants ont peut-être mis des signaux faibles de j'aimerais une réponse sur ce sujet et le nombre de fois où ils ont mis ça sous le tapis parce que c'était pas le moment, parce qu'on était en public, parce qu'ils n'avaient pas la réponse, ils savaient pas, ils étaient gênés. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions qui sont manquées. Alors, je ne peux pas ne pas le sortir, puisque en coup, Stinger nous écrit à la question qu'est-ce qu'on fait après avoir joui quand on est un homme. Après l'amour, il faut allumer une clope et dire alors heureuse. Évidemment. Et alors on en rigole, C'était une blague. mais ça existe. Enfin, moi je l'ai. Alors la clope non, parce que mes Ouais, c'est pour les boomers comme nous, c'était d'avant, les clubs, c'était avant. Oui, mais même au-delà de ça, le côté alors t'as joui? Alors déjà ça me concerne. Et de deux, non, mais c'est pas grave, en fait. Cette obsession qu'ont certains hommes pour le concept d'orgasme féminin, c'est quelque chose qui est très très, enfin en tout cas moi en tant que femme qui m'agace profondément. Mais oui, le nombre d'ex amants, on va dire, que j'ai eu et qui me disaient alors t'as joui, alors c'était bien. Et ce moment en plus où on est un peu gêné, on dit mais est-ce que vraiment tu veux que je sois honnête? Parce que je suis pas sûre que tu sois très très heureux de la réponse. Voilà, ou des justifications de ah je suis désolée, j'y arrive pas, mais c'est parce que j'ai. Oui, bah c'est pas grave, t'as pas besoin de te justifier en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un concours, hein. Il y a pas C'est de. souvent un besoin de se rassurer. Voilà, c'est ça. Et ça, La c'est quelque chose qu'on retrouve surtout chez les question hommes. cache souvent d'autres choses. Mais... Et sinon, se revenir sur l'éducation sexuelle, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle de plus en plus à l'école. Je parle des petits, maternelle ou primaire. Alors, il y a des fantasmes, il y a des trucs qui sont bien faits. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai aussi une petite qui a 5 ans, la dernière. Et l'autre jour, elle me dit « Ah, avant que tu me touches pour le bain, par exemple, pour la douche, il faut que je te dise oui ou non. » Et tu vois, en fait, j'ai compris, en fait, tout ça sort. Mais il ne nous avait pas prévenus. Le lendemain, je suis allé voir, mais vous avez fait une formation Ah oui, 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 on ne l'a pas dit. Ah oui, parce que bon, voilà. Alors, elle l'avait pris du côté jeu. Je peux... Ce qui est pas mal déjà. C'est pas génial, mais c'est déjà ça, à 5 ans. Mais c'est vrai que c'est pas mal de le faire aussi avec les parents, de prévenir d'une certaine manière. En même temps, il y a ce problème de la pédocriminalité, en particulier dans la cellule familiale. Et ouais, c'est vrai que c'est très compliqué comme sujet. Voilà, c'est le problème, c'est qu'en fait, la majorité des parents vont dire, bah moi, je préfère quand même juste être au courant, ne serait-ce que pour pouvoir débriefer avec l'enfant en fait le soir, au moment où ah bah alors qu'est-ce que t'as fait à l'école, d'avoir en tête que quand même il y a eu ce truc à l'école et que si voilà l'enfant l'évoque pas spontanément, de dire ah mais vous aviez pas quelqu'un qui est venu à l'école pour pouvoir essayer de provoquer une discussion et du coup de voir un peu ce que l'enfant en a retenu. Mais d'un autre côté, il y a aussi le risque que l'enfant soit mystérieusement malade quand il y a ces fameuses interventions, parce que dans l'immense majorité des cas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est plus de 80%, les agressions sexuelles sur des mineurs se font dans le cadre familial ou restreint en fait. Donc ça peut être le coach de sport, ça peut être le curé, ça peut être le. Ouais, c'est comme les viols, hein, c'est pareil, c'est plutôt. Oui, enfin voilà, c'est ça. Enfin, en gros, toute la pédocriminalité est quasi exclusivement dans une sphère très intime. Donc, c'est pas forcément la famille proche. Ça peut être la famille plus éloignée. Ça peut être voilà le cercle. Ça peut être l'ami de la famille, ou enfin l'ami I ou IE d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des hommes. Mais le problème, c'est que mon chat est un abruti. Oui, voilà, Socrate. Tu peux aller. Oui, tu peux sauter. Excusez-moi. Non, il est stupide. Ah, c'est un chat. Il peut y Les avoir des situations scabreuses. Petite histoire amusante. Il m'en voudra pas. Il y a longtemps, j'ai eu Eric Fassin comme professeur. Il s'est retrouvé dans une situation embêtante où il a vu débarquer l'inspection sociale chez lui parce qu'on avait demandé à un de ses enfants qu'est-ce que fait papa comme métier. Et l'enfant qui avait 6 ans, il a essayé de lui expliquer son métier de sociologue à l'école normale supérieure qui étudie les communautés gays. Et donc, il a dit papa est professeur en homosexualité. Ouais. Et il a eu quelques petits soucis. Bon, le nœud a été démêlé, mais voilà. Des fois, ça peut conduire à des situations embarrassantes. Je vois un commentaire hyper intéressant dans le chat. La sexualité, c'est privé. La question sexuelle n'est. Alors, comment je vais formuler les choses? L'acte sexuel est privé.
Dire le fait de pratiquer, la pratique de la sexualité est quelque chose d'éminemment privé. On est d'accord. L'orientation sexuelle, les opinions sur la sexualité, c'est quelque chose d'éminemment privé. Mais la sexualité et les questions sur la sexualité ne sont pas privées. Ça fait partie du public, ne serait-ce que quand des responsables politiques nous parlent de la fécondité, de relancer la fécondité, qu'il faut faire des enfants, machin. Jusqu'à preuve du contraire, faire des enfants, ça se fait le plus souvent avec un acte sexuel quand même. Alors pas tout le temps, mais donc non, la sexualité, c'est une question Ouais, c'est vrai. éminemment publique, la plupart du temps. C'est pas la cigale Mais qui a porté mes enfants? non, malheureusement non, mais hors cas de PMA, globalement, hors cas de procréation médicalement assistée, la sexualité, c'est une question éminemment publique. Regardez une pub de parfum, regardez une pub de bagnole. La sexualité, c'est omniprésent dans notre société. Et en fait, dire que la sexualité doit rester dans la sphère publique, l'acte sexuel doit rester dans la sphère privée, pardon. L'acte sexuel doit rester dans la sphère privée. Mais parler de sexualité, il faut que ce soit un acte public. Il faut qu'on puisse discuter de sexualité dans la sphère publique, pas de la sexualité des personnes. Le but, c'est pas d'aller voir votre collègue pour lui dire hey, et toi, du coup, plutôt sodomie, plutôt vaginale, clitoridien, on est comment? C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de discuter de la sexualité des personnes, c'est de discuter de sexualité de manière générale et en termes de vie publique et de santé publique. Parce que la sexualité est un pan indispensable de la santé. Et du coup, ça me permet quand même de glisser, parce qu'on a déjà eu une demi-heure, sur la thématique des maladies sexuellement transmissibles. Le fait que j'ai des enfants n'a rien à voir avec la question pour laquelle je suis ici. Au revoir, Brazatap. Mais la question des IST est de plus en plus croissante parce que je pense mes deux collègues sont plutôt de la génération VIH. Génération VIH, donc vous avez dû voir apparaître ou pas loin Nous, le... Oui, nous, oui. VIH, oui, c'était Verdun. Et Oui, voilà. c'était tu baises, tu meurs. C'était fait l'éducation gros. complètement crétine. C'était comme si on montait au chemin des dames. C'est le cas de dire. T'avais peur des rapports, tu vois, c'est même protégé. Je me souviens, c'était Freddie Mercury qui était mort il y avait quelques figures iconiques comme ça qui étaient mortes du sida. Et en plus, on nous montrait à l'époque qu'il n'y avait pas de trithérapie, etc. Donc, les patients étaient dans des états lamentables. Et en gros, c'était coucher avec une femme, c'était le risque, ou avec un homme, peu importe, c'était le risque de mourir. C'est-à-dire que ça créait vraiment une tension angoissante. Pour moi, je sais ma génération, c'était le cas. C'est justement c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir votre retour. Je vois les IST, ça devrait être enseigné en cours de sciences naturelles, ça l'est, théoriquement, c'est au programme. C'est pas toujours fait, mais théoriquement, c'est censé être au programme de... Alors, je crois que ça a changé, moi c'était en 4e quand j'y étais, mais maintenant je crois que c'est en 3e de mémoire. Et donc, cette question-là, elle est hyper intéressante à traiter d'un angle historique parce qu'effectivement, il y a eu le VIH, et ça a complètement bouleversé la sexualité. Des épidémies d'IST, il y en a eu avant, il y a eu la syphilis, enfin il y a eu plein d'épidémies de syphilis au cours de l'histoire, il y a eu plein d'épidémies alors donc le VIH n'existait pas, mais de gale de vérole, etc., qui se transmettaient par contact, mais aussi par voie sexuelle. La syphilis, historiquement, en fait, elle est appelée dans les différents pays, enfin elle avait un nom. En France, on appelait ça le mal italien parce qu'au moment où la syphilis est arrivée, on était en guerre avec les Italiens. En fait, c'était l'ennemi du moment, quoi. Donc, les Italiens l'appelaient le mal français. Donc, voilà, la syphilis a été vraiment, pour le coup, c'était l'IST la plus redoutée parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de traitement, hein, tout simplement, puisque c'est une maladie. Voilà, c'est un. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, ça se traite par antibiotiques. On n'avait pas d'antibiotiques en 1929. Et le problème, c'est que, donc, bon, il y avait ces risques-là, mais globalement, les IST, on y survivait plutôt bien quand même. Il y avait le gonocoque, le chlamydia n'était pas connu, mais bon, peu symptomatique. Il y avait la syphilis, ouais, c'est vrai. Les hépatites, on n'avait pas du tout fait le lien avec la voie de contamination sexuelle. Donc, globalement, à part la syphilis, qui pouvait évoluer de manière un peu indolente, mais il n'y avait pas vraiment de maladie sexuelle qui pouvait vous tuer dans 100% des cas. Ça n'existait pas. Et arrivé le VIH avec du coup cette notion de effectivement tu baisses, tu meurs.
Bon. Donc il y a eu un gros holà où les gens ont eu peur d'avoir des rapports sexuels, de peur d'attraper, enfin de contracter le VIH. Et après, du coup, il y a eu la commercialisation à grande échelle des préservatifs, la promotion des préservatifs, et après l'arrivée des trithérapies, etc. Donc depuis l'arrivée des préservatifs, en fait, les gens se disent c'est facile. En tout cas, moi, ma génération, on se dit c'est facile, je mets une capote, je baise, il n'y a pas de risque. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais pourtant, c'est un peu comme ça qu'on nous a appris les choses, en fait, en SVT, au collège. C'est-à-dire qu'on nous dit, il y a des maladies sexuellement transmissibles, le préservatif empêche de transmettre des maladies sexuellement transmissibles, mettez des préservatifs, vous n'aurez pas d'IST. Bon, déjà, c'est oublier toutes les femmes homosexuelles parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu la tronche d'un préservatif féminin. On a l'impression de faire l'amour à un sac plastique. Donc, les préservatifs féminins ne sont pas utilisés. Voilà, il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas utilisé. Donc, il y a un gros problème avec la transmission entre femmes. Donc, pour des femmes qui ont des rapports avec des femmes. Donc, que ce soit, des femmes homosexuelles ou bisexuelles, bien sûr. Et au-delà de ça, OK, on met un préservatif, mais le préservatif protège très, 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 très mal contre les papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible en pleine expansion, enfin, qui est en train de diminuer grâce à la Il y a un vaccination. vaccin. Oui, alors il y a un vaccin qui protège contre les 9 souches les plus fréquentes et les plus dangereuses, mais Mais tu as raison de dire il faut le faire très tôt. C'est quand on a voilà, des. Après, la vaccination, elle est le plus efficace quand elle est faite avant 14 ans. Elle peut être faite jusqu'à 19 ans. Enfin, en fait, elle peut être faite tout au long de la vie. Le mieux, c'est de la faire avant les premiers rapports sexuels. Donc, si vous avez 17 ans que vous n'avez pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faudra faire 3 doses au lieu de 2. Et surtout, la vaccination n'est remboursée en France que jusqu'à 19 ans et 26 ans pour les hommes ayant des rapports avec les hommes, donc les hommes homo ou bisexuels. Ce qui est très problématique, parce que quand on a en consultation des patientes de 24 ans qui n'ont jamais eu de rapport, mais qui commencent à s'intéresser à leur sexualité et à se dire que peut-être elles aimeraient bien en avoir, et elles ne sont pas vaccinées et on leur propose le vaccin et on leur dit c'est 115 € x 3. Voilà. Ça coûte cher. Voilà. Et c'est trop tard et c'est plus remboursable. Il y a un Alors, laboratoire pharmaceutique qui se fait beaucoup là, pour le coup, d'argent avec 115 €. alors, j'ai plus si, je crois que j'ai le nom du labo, mais je suis pas sûre. Après, dans tous les cas, c'est tous les mêmes. Le problème, c'est que le vaccin est assez complexe. Pour un vaccin, c'est pas très, très cher, 115 €. Un vaccin standard, les vieux qu'on connaît depuis longtemps, le DTP, le ROR, etc., c'est entre 20 et 40 €. Les derniers vaccins contre les méningocoques sont bien plus chers que ça. Et je vous suggère d'aller voir le prix du Nirsevimab, donc qui est la vaccination passive, enfin l'anticorps monoclonal contre la bronchiolite. Voilà, ça coûte un peu cher. Et effectivement, ces vaccins qui J'ai dit une connerie. Merci. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est à nuancer. C'est-à-dire que oui, ce vaccin coûte cher. Il fait partie des vaccins qui coûtent un peu cher. Mais voilà. Vous savez combien ça coûte une trithérapie pour une trithérapie pour une personne qui a un VIH, un truc facile, sans résistance ni rien, pour un mois. Ça doit être 10 000. 500 ou 600 €. C'est plusieurs centaines d'euros. Plusieurs centaines. Voilà, plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, à côté, 115 € x 3, c'est entre guillemets, en termes de santé publique, c'est pas si cher que ça. Donc voilà, donc il y a des problèmes de remboursement qui font que malheureusement, c'est difficile de lutter contre les HPV. Alors, ça va être de plus en plus facile maintenant qu'il y a des campagnes de vaccination dans les collèges. Mais voilà, pour le moment, c'est encore un peu compliqué de rattraper notre retard vis-à-vis de ça. Donc du coup, le préservatif, on a dit, ça protège contre tout, c'est fantastique. Donc du coup, les gens se sont dit, nickel, je mets des capotes et puis c'est bon, quoi. Sauf que la capote, elle glisse. En fait, la capote, on l'ouvre avec une paire de ciseaux, excellente idée. Donc, forcément, ça marche moins bien. Voilà, et puis la capote, en fait, on l'a dans la poche, mais on se dit que oui, il faut qu'on la... Et puis, dans le feu de l'action, la capote, elle reste sur la table de chevet. Donc, il y a une... Enfin, voilà, de manière générale, même quand le préservatif est bien utilisé, il y a une efficacité qui n'est pas de 100%, et il ne l'est pas toujours bien utilisé, ce qui est normal parce que faut y penser, quoi. Alors nous, moi je suis une génération qui a toujours connu le préservatif, donc pour nous ça semble évident d'utiliser ça semble évident qu'il y ait la possibilité d'utiliser un préservatif à chaque rapport. Et après, surtout un facteur majeur, est arrivée la PrEP. Et on a dit, on peut ne pas choper le VIH
on peut prendre un médicament qui empêche de choper le VIH, qui est plus efficace que le préservatif pour réduire la contamination par le VIH. Et là, les gens se sont dit, fiesta. Et là, il y a une problématique qui est en train d'émerger avec l'arrivée de la PrEP, qui est un excellent outil. Vraiment, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La PrEP est un superbe outil de prévention. C'est génial. Il faut que ce soit, promu, il faut que ce soit élargi au maximum. Si vous avez des partenaires sexuels multiples régulièrement, prenez la PrEP, que ce soit en séquentiel, en continu. Enfin bref, parlez-en avec votre médecin. C'est un outil formidable qui vraiment, vraiment permet d'éviter des contaminations. Mais ce que les gens oublient, c'est que derrière, depuis les années, il y a longtemps, au moins depuis le XVIe siècle, il y a le syphilis qui est toujours là et qui attend tranquillement qu'on enlève les préservatifs et qui se dit, moi la PrEP, rien à foutre, je suis bactérienne, pas virale. Et du coup, les gens chopent la syphilis, les gens chopent des hépatites. Alors les hépatites, il y a de plus en plus de population qui est vaccinée, donc ça reste à peu près contrôlé, mais il n'y a pas de vaccin contre la syphilis. Donc les gens prenant la PrEP, se disant je suis vacciné contre les papillomavirus, je prends la PrEP, je suis immunisé contre tout, je pars en orgie sans capote, et ils reviennent de leur orgie avec la syphilis, ou le gonocoque, ou un chlamydia, ou les trois parfois, ou un gonocoque au niveau pharyngé et un chlamydia dans l'anus, ça peut arriver, voilà, donc on varie les plaisirs. Et alors tant le chlamydia et le gonocoque, si c'est dépisté assez tôt, ça a peu de conséquences, ça se traite bien, quoi qu'il commence à y avoir des résistances au niveau de certains chlamydia qui deviennent résistants aux antibiotiques usuels. Et le problème, c'est que ces gens se contaminent à la syphilis, que la syphilis, pour vous donner une idée, donc alors pardon, j'ai pas expliqué ce qu'était la PrEP, pardon. La PrEP, c'est je sais même plus ce que veut dire l'acronyme. En gros, c'est prendre la trithérapie en prévention. C'est-à-dire que donc ça peut se prendre en continu, prophylaxie, protection pré-exposition, merci à Ankou Stinger. Donc vous savez que vous avez envie de vous mettre une énorme race et de faire une orgie samedi. Cool. Vous savez que le concept de préservatif va peut-être être très relatif. Vous vous dites, je ne sais absolument pas qui sera à cette orgie, je ne connais pas les gens, j'ai pas envie de les connaître et ni de m'en souvenir après. Donc, je vais prendre un risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Donc, je vais essayer de penser au préservatif, mais en plus du préservatif, je vais essayer d'éviter de choper le VIH, même si jamais il n'y a pas de préservatif. Et donc, du coup, vous allez prendre, en gros, une trithérapie. Enfin, voilà, vous allez prendre des antiviraux, des antirétroviraux efficaces contre le VIH. Vous allez les prendre un petit peu avant l'acte sexuel, un petit peu après l'acte sexuel. Et en fait, ça va vous empêcher de contracter le VIH, même si vous êtes en contact avec. Donc, c'est un outil fantastique. Mais encore une fois, il y a des personnes qui, prenant la PrEP, se sentent protégées et qui, donc, du coup, oublient qu'il y a d'autres IST qui existent, et notamment la syphilis. Et donc, pour vous donner une idée un petit peu de pourquoi c'est bien quand même de mettre des préservatifs, même quand on est sous PrEP, c'est que syphilis ou gonocoque, même combat, le traitement, c'est un antibiotique. Alors, c'est pas le même antibiotique, mais il s'administre de la même manière. C'est une injection. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous visualisez un peu la consistance du lait, mais un petit peu passé, un petit peu plus épais, quoi. Alors l'extensiline, du coup, le traitement de la syphilis, c'est cette consistance-là. C'est une aiguille, enfin une seringue grande comme ça. C'est beaucoup de produits. C'est un produit épais qu'on fait en injection intramusculaire, donc du coup dans la fesse généralement. Donc pour le gonocoque, c'est pas le même produit, c'est un produit qui est beaucoup plus fluide, mais c'est une belle dose aussi. Et c'est injecté au niveau intramusculaire, c'est douloureux. J'en ai déjà fait 2 fois des injections d'extensiline pour la syphilis. Ça fait mal, les gens n'aiment pas ça. Mais c'est le seul traitement qui permet justement d'éviter les conséquences à long Je terme. confirme, pour avoir été soigné gamin en Yougoslavie, on avait le traitement antibiotique, pas pour la syphilis, hein, évidemment, quand tu es enfant, mais par intraveineuse dans les fesses, avec Intramusculaire, ouais. d'antibiotiques très épais. Je m'en souviens toujours. C'est la pénicilline G, ouais, qui avant était utilisée de manière... Voilà, Pénicilline G, ouais, c'est l'extensiline qui avant était utilisée de manière très 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 large et qui maintenant est utilisée uniquement pour la syphilis, parce que c'est le seul germe pour lequel on ne peut utiliser que ça, entre guillemets. Et ouais, non, ça fait mal en fait. Donc généralement, les patients, une fois qu'ils ont eu la syphilis, ils sont un petit peu plus vigilants.
parce qu'ils ont pas envie que ça revienne. Mais Et enfin, puis ce si que on je veux soigne dire, pas, on devient fou. Enfin, c'est une maladie assez grave. Hein. alors ouais, en fait, la syphilis, il y a 3 formes. Alors, je suis pas infectiologue, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a une forme primaire alors, la syphilis, ça peut te donner tout et n'importe quoi comme symptôme. C'est vraiment la maladie en médecine qu'on appelle la grande simulatrice, sans mauvais jeu de mots. Donc, la syphilis, il y a la syphilis primaire, ça va donner principalement des éruptions cutanées, un peu de fièvre, des ganglions, on sait pas trop. La syphilis secondaire, ça peut donner des atteintes au niveau des organes. Et la syphilis tertiaire, qui est rarissime actuellement en Europe, c'est la neurosyphilis, donc c'est ce dont est décédé notamment Baudelaire. Donc c'est une atteinte cérébrale de la syphilis, donc ça peut donner des méningoencéphalites, etc. Enfin bref, on meurt avec des atteintes cérébrales assez importantes, ce qui n'est pas super fun. Voilà. Donc c'est des maladies, tout ça en fait qu'on traite bien. La syphilis, le gonocoque, le chlamydia, etc. C'est des choses qu'on sait traiter. Même l'hépatite C, en fait, on sait le traiter. Le traitement, ça dure 3 mois. Ça coûte extrêmement cher pour le coup en termes de remboursement. Après, tout est pris en charge à 100%, bien sûr. Mais pour donner aussi une idée du coût social que représentent les IST, l'hépatite C, un traitement d'hépatite C complet pour guérir quelqu'un de l'hépatite C, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est pour ça aussi que les préservatifs maintenant sont remboursés, parce qu'ils se sont dit que rembourser une boîte de capote, ça valait mieux que de rembourser plusieurs milliers d'euros pour traiter une hépatite C. Et puis pour vous, c'est plus sympa aussi, parce que le traitement de l'hépatite C, c'est quand même pas super C'est fun en termes de... remboursé les capotes? Les capotes sont remboursées jusqu'à 26 ans, sans avance de frais. Enfin, donc elles sont gratuites. En fait. Frérot, ça te Sans Ouais, avance c'est de c'est frais, elles sont de toute remboursées façon, les sur... femmes, voilà, Ben, et alors, ça peut non, être non, mais la utilisé question, pour une contraception. Hein, c'est pas... mauvaise oui, réponse. mais Hein. la question se J'écoute pose plus, rien ce que mais dit c'est-à-dire que Fatine, c'est dingue. moi, je me souviens, il fallait payer, c'était cher à mon époque, j'avais jamais de Mm. sous. Alors maintenant, les préservatifs sont quand même beaucoup moins chers. Le seul problème avec les préservatifs qui sont pris en charge par la sécurité sociale, c'est que vous avez déjà pas de préservatifs sans latex. C'est des préservatifs uniquement en latex. Donc les personnes qui sont allergiques au latex, bah voilà, baiser. Et deuxièmement, il y a que des tailles standards, on va dire. Et pour des hommes qui ont besoin de préservatifs en taille en grande taille ou en petite taille aussi, parce que ça existe, et ben malheureusement, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Bon, c'est quand même bien qu'il y ait cette prise en charge qui permette d'offrir cette protection au plus grand nombre, mais il faut savoir quand même que bah il y a des trous dans la raquette et que c'est pas voilà, c'est pas 100%. Et je me rends compte qu'il nous reste 10 minutes et qu'on n'a pas du tout parlé de contraception et d'IVG. Non, mais tu sais, on pourra te réinviter parce que, en fait, c'est un vrai sujet de fond, c'est important. Alors je sais que je vois parmi, les commentaires, certains sont surpris, mais après, ce que je pense, c'est qu'il faut être décomplexé par rapport à ces questions-là parce que ça existe. On peut vouloir se dire: «Il faut préserver les enfants, les jeunes» et cetera. Sur la question, tu en as parlé, des violences et on a parlé de la pédophilie ou l'inceste. Il faut former les enfants dès le plus jeune âge parce que c'est comme ça que justement les enfants vont pouvoir dénoncer facilement. Or, on sous-estime très, très souvent le fait que des enfants ont pu être abusés, même parfois certaines familles découvrent que ça a été abusé par l'oncle, le cousin, le machin, parce que les enfants n'ont pas les mots. Et je vais faire la boutade par rapport à ceux qui ont dit: «Ah mais peut-être que ça aurait servi à un certain jeune contre sa professeure 24 ans plus âgée». Bah oui, peut-être que si, un certain président avait été mieux éduqué à la question des consentements par rapport bah, peut-être que les choses auraient été différentes et c'est vrai que ce sujet-là, Ah mais Brigitte aura jamais joué dans Amélie à Paris et donc non, c'est dommage. Bon, attends, et je crois il reste 5, 6, 7 minutes à Fantine. Je voudrais juste préciser pour ceux qui ont pris le train en marche, Fantine n'aborde pas que des questions de sexualité. Sur sa chaîne Fantine et Hippocrate sans Y, avec un I. C'est ça. Sinon, c'est Baramine, attention. C'est tous les sujets, c'est super intéressant, c'est tous les sujets relatifs à la médecine qui sont abordés. Vous pouvez vous abonner, c'est très très intéressant. J'ai vu la série sur les médecines naturelles. Très, très Oui, bien. généralement, c'est celle qui plaît le plus parce que En tenue de bah, elle est récente aussi, en tenue de licorne, c'est très amusant. Avec oui. Ah, la poudre de licorne, ça sauve de tout, y compris c'est les ça. Mais elle est juste là, hein. Ce n'est pas voilà, elle existe vraiment. La peau de licorne est là. mais les 3 filles, j'ai la même, j'ai en 3 fois cette licorne. Donc, moi, je préfère, voilà, une peau de licorne chez moi. Alors, non, c'est très très intéressant. Blague à part, Fantine et Hippocrate, pour vous abonner sur
sur cette chaîne YouTube, très très intéressante. Donc voilà. Et on te laisse Fantine conclure cette fois-ci. Et puis on te réinvitera, peut-être pour un autre sujet, parce qu'on est très très fan de la question des antibiotiques et de l'antibiorésistance. Voilà. Alors là, pour le coup, je vous donnerai ce sera pas moi, mais je vous donnerai des noms de personnes qui seraient Bon, ravies sinon de tu venir en reviendras parler. pour finir sur ce dont on n'a pas parlé, parce que ce sujet, je pense, de toute façon, intéresse tout le monde. Oui. Du coup, oui, que conclure? Le sexe, c'est généralement, alors c'est censé être bien. Des fois, c'est pas bien, notamment quand on est victime de viol et c'est pas cool. Je rappelle quand même qu'il y a en France 200 000 IVG par an. Il y a, et c'est une estimation qui est très certainement très 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 sous-estimée, au moins 220 000 IVG par an en France et 220 000 femmes violées chaque année en France. C'est énorme. On estime que c'est à peu près une femme sur 10 qui sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. C'est beaucoup. Et vous en connaissez forcément, sauf que vous le savez pas. Donc là, c'est le moment un petit peu émotion, où je dis que maintenant vous en connaissez une, parce que moi j'ai été victime de viol aussi, et il faut le dire. Voilà, il faut le dire, et il faut pas en avoir honte parce que c'est ce sac à merde de violeurs en fait, le problème. C'est pas les femmes et c'est pas la manière dont vous êtes habillés. Donc raison pour laquelle c'est très important de former au consentement dès le plus jeune âge pour protéger déjà les enfants, pour les protéger des autres, des personnes qui pourraient être dans leur entourage, proches ou moins proches, et pour les protéger d'eux-mêmes aussi, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont le droit de pas faire, en fait, s'ils ont le droit de faire ou pas. Parce qu'un enfant, il sait pas forcément ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il a pas le droit de faire. Est-ce que j'ai le droit de toucher l'autre? Et si c'est pas dit très tôt, et ben malheureusement, il peut y avoir des idées fausses qui restent sur voilà, le corps d'autrui. Et donc, c'est important d'intervenir tôt. Pareil pour les maladies sexuellement transmissibles, on a tendance à penser que c'est un peu fini, que c'est un peu derrière nous. Le VIH, ça fait longtemps, c'était dans les années 80. Mais il y en a encore du VIH. Moi, j'ai fait un diagnostic de VIH chez un jeune homme de moins de 25 ans le mois dernier. Il est un peu tombé de sa chaise. C'est jamais des moments agréables pour nous, mais encore moins pour les patients. Donc, mettez des capotes si vous savez que vous allez prendre des risques. Et il n'y a pas de question de jugement de qui prend des risques ou pas des risques, on s'en fout. La question, c'est juste si vous savez que vous êtes à risque parce que vous avez une sexualité qui est très large, qui est avec des personnes que vous ne connaissez pas, protégez-vous. Et si vous savez que le préservatif, bon, voilà, allez voir des professionnels de santé pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette démarche-là, parce qu'il y a des solutions qui existent et c'est important qu'elles soient connues. Et sur le dernier point, du coup, qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder, avoir des bébés, c'est bien quand on a envie d'en avoir et c'est bien de ne pas en avoir quand on n'a pas envie d'en avoir. C'est ok d'en vouloir, c'est ok de pas en vouloir. Ça, la décision n'appartient qu'au couple qu'au couple et avant tout dans le couple aux femmes. Il faut savoir que la contraception masculine existe. En France, elle est très très peu développée. La seule méthode qui est actuellement reconnue et accessible en France, c'est le slip chauffant qui permet de remonter les testicules en position intra-abdominale pour empêcher la production de spermatozoïdes. Les seuls urologues qui prescrivent, c'est à Toulouse, c'est à Solville, voilà, où c'est possible de le faire. C'est un peu dramatique. Les injections hormonales sont efficaces, elles ont les mêmes effets secondaires que les femmes, mais du fait d'un marché insuffisant, elles ne sont pas commercialisées en France. Voilà. Et puis pour toutes les méthodes de contraception, il y en a plein qui existent. Renseignez-vous, allez sur le super site Choisir sa contraception, question sexualité / choisir sa contraception. Vous avez plein d'informations sur la question. La contraception définitive est accessible à toutes les femmes et les hommes, du coup, pour la vasectomie aussi, quel que soit leur âge et leur statut marital et surtout le nombre d'enfants qu'elles ont eu. C'est-à-dire que si vous avez, donc vous êtes majeur bien sûr, si vous avez 18 ans, que vous ne voulez pas d'enfants, que vous n'en voudrez jamais de votre vie, un professionnel de santé n'a pas le droit de vous refuser de pratiquer une ligature tubaire ou une vasectomie. En tout cas, s'il le fait, c'est une clause de conscience, il doit vous renvoyer vers un confrère ou une consoeur qui le fera. Ça non plus, c'est pas très connu parce qu'on a tendance à dire la ligature, c'est quand on a 40 ans, quand on a 35-40 ans et déjà 3 gosses. Non, vous avez le droit de décider que vous en voulez pas du tout, jamais. Et c'est OK aussi. Et s'il y a une grossesse et qu'elle n'est pas prévue, je vous recommande le super site de l'État qui s'appelle Grossesse imprévue. Voilà, elle n'a rien inventé, dans lequel vous avez toutes les réponses à vos questions sur qu'est-ce qu'on fait quand on a une grossesse qui n'était pas voulue. Ça peut être une interruption de grossesse, ça peut être autre chose. Enfin, il y a plein d'autres possibilités. Il y a le fait de confier l'enfant à l'adoption, il y a le fait de poursuivre la grossesse. Enfin bref, ça c'est encore une fois sans aucun jugement.
L'essentiel, c'est de savoir que les possibilités existent et de trouver celle qui vous convient le mieux parce que comme partout en médecine, c'est jamais le médecin qui décide, c'est le patient et nous, on est là pour vous donner l'information, pour vous expliquer ce qui existe et ce qu'on peut faire et ce qui nous semble, dans votre cas, le plus adapté. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de baiser sans capote et vous baisez sans capote, et puis on vous prescrira la PrEP, et ce sera déjà mieux, que, de vous dire que vous êtes un dangereux criminel, qui vous mettez en danger parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Voilà. Ah, merci. Merci. Ça Fantaisie, rappelle Pocro. ouais, il faut toujours, consulter son médecin en cas de doute. Souvent, justement, moi je me souviens en tant que jeune homme, et j'avais une jeune médecin qui devait avoir à peu près ton âge quand j'avais, 17 ans. Je pouvais pas lui poser des questions. J'étais gêné. Mmh. Et en fait, il faut casser ce tabou aussi. Le médecin, on peut lui parler en confiance et justement, il peut donner des conseils parce que quand on s'explore en tant que jeune, et qu'on va choper un petit truc ou un truc, il faut en parler. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des tabous à lever. Il faut pas plus avoir peur. Alors moi, je pose systématiquement la question à tous mes patients, hein. Je connais l'orientation sexuelle de tous mes patients. Parce que j'estime que c'est important, de savoir, si j'ai affaire, à, une femme mariée avec un homme depuis 30 ans, fidèle, en couple exclusif, ou si j'ai affaire à, une femme, qui a plusieurs partenaires femmes et hommes aussi des fois, ça dépend, c'est important et moi je pose la question systématiquement et je pense que c'est important pour les patients aussi, quand on leur demande: «Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie?» et cetera. Vous avez des antécédents? De dire: «Bah, moi j'ai des rapports avec des femmes, moi j'ai des rapports avec des hommes, j'ai des rapports protégés, non protégés», ça fait partie aussi, voilà, de votre santé de manière générale et il y a pas besoin de s'attarder dessus, hein, moi je passe pas 3 heures avec, mes femmes, enfin mes patients qui soient hommes ou femmes pour parler de leur sexualité si c'est pas le débat. Mais en tout cas, on fait le point au moins une fois pour savoir, ce qu'il en est, puis pouvoir éventuellement leur donner des conseils si nécessaire. Merci encore. Sortez couvert, Freedom 2 1.1. Voilà, Ankou qui nous dit consulter, il faut pouvoir. Rendez-vous possible d'ici un mois. C'est vrai que c'est un problème sérieux en France. Je pourrais revenir pour parler des déserts médicaux. Alors là, quand tu veux, parce que c'est un de nos sujets de prédilection, parce que c'est pour un pays riche comme le nôtre, on va dire, et qui avait une santé d'aussi bonne qualité au début des années 2000, c'est honteux qu'il y ait des gens qui attendent des rendez-vous juste d'un simple généraliste autant de temps ou dans des zones où il y a personne. C'est Alors, quelque chose. la santé s'améliore, hein. Les niveaux globaux de santé, s'améliorent. C'est juste que la population, vieillit et que du coup, forcément, le nombre absolu, de pathologies augmente. Mais vraiment, ça, c'est une idée aussi reçue contre laquelle il faut lutter. La santé globale s'améliore, le niveau de vie s'améliore, l'espérance de vie s'améliore et l'espérance de vie en bonne santé s'améliore aussi. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est juste qu'il y a des nouveaux défis, auxquels, voilà, on n'était pas forcément préparés, avec lesquels il faut composer. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir Merci à à tous. Et à bientôt. Et puis à la prochaine. Voilà, et sortez couverts. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fantine. On mettra le lien en description. Merci beaucoup. Merci.